in realtà nazionale, che sono momenti di proposte politiche, che sono momenti in cui si può tornare all'altro, lavorare un fondo, in un momento di la politica si ritrova sottomesso a catene di informazione continua, a reazione simultanea all'avvenimento, c'è a pensiamo a necessità di un avvenimento come questo che cerca a pensare a un progetto politico più a lungo andare ed è di nuovo un momento di mobilizzazione per la lotta nazionale corsa e di nuovo di solidarietà internazionale. Cette année, nous remercions l'ensemble des délégations internationales qui sont présentes, nous remercions les médias qui couvrent l'événement, la Force Matin, Corsenet que j'ai aperçu, des journalistes internationaux également. C'est un événement qui se tient dans un contexte politique très particulier, très riche à l'échelle internationale, on en parlera avec une actualité brûlante dans certains pays que nos invités évoqueront, une actualité internationale, une actualité politique également très riche en Corse, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale française, suite à l'incertitude sur la prise en compte de la question nationale par le prochain gouvernement français, et c'est également pour Nation les premières violades internationales depuis la constitution de notre nouveau mouvement au mois de janvier dernier. Donc je serai très bref pour ce qui nous concerne. Simplement nous profitons de cette conférence de presse ouverture pour appeler les Corses à participer massivement aux giornate lors de ces 2 jours, che abbiamo in corsi a fare su momento di mobilizzazione della lotta nazionale, il tempo scusava, dove ci saranno le discussioni internazionali, dove ci saranno le discussioni antirepressive, dove ci saranno le discussioni in giro al corpo elettorale e domani dove avremo come di solito, come di tradizione, un meeting dove si dà a posizione politica di un movimento di libération russe. Alors nous allons débuter notre présentation des différentes délégations internationales qui cette année encore sont particulièrement nombreuses. Je voudrais qu'on débute par le Pays Basque, qui est représenté cette année par une délégation importante. Mathilde Harry qui représente Eachebai, qui est à côté de moi. Ichacho Cuevas qui est également représentante de Eachebai, c'est-à-dire la coalition, le mouvement politique qui agit dans le périmètre de l'Uparalde, c'est-à-dire le Pays Basque Nord, et Elena Beloki, représentante de Chortou, qui est le mouvement politique de libération nationale, mouvement historique, qui se situe dans le cadre du Pays Basque Sud, donc de l'autre côté de la frontière administrative. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Mathilde pour faire le point sur cette situation au Pays Basque, avec, on peut déjà le dire, de bonnes nouvelles, et notamment de bonnes nouvelles sur le terrain électoral pour la lutte nationale basque ces derniers mois et ces dernières semaines. Salute a tutte et à tutti, Egunon Deneli, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Mathilde Harry, porte-parole du mouvement Adversaire de gauche et Eachebai, féministe et écologiste. Et je représente aujourd'hui, comme tu le disais, la délégation basque, composée d'Elena Beloki, Ichacho Cuevas et de moi-même. Sans forcément rallonger cette présentation, effectivement, on représente l'Euskolegui, le Pays Basque, qui est pour nous un seul et même État, mais qui est nié aujourd'hui par 2 États qui sont l'Espagne et la France. Alors nous continuons à travailler ensemble, main dans la main, et à synchroniser notre travail, notre lecture et notre lutte commune. Mais c'est vrai qu'il est important pour nous d'avancer dans cette évolution institutionnelle qui est notre priorité. Alors, comme tu le disais, il y a de bons résultats, de très bons même résultats électoraux, avec un premier député en Iparalde au Pays Basque Nord, Peyo Dufo, qui vient d'être élu tout récemment, donc une grande victoire pour nous.
qui va permettre pour nous de faire remonter nos sujets et nos préoccupations locales de Shkolevi au niveau national et de l'Assemblée nationale pour avancer sur ces thématiques et pour pouvoir réellement parler de nos préoccupations en haut, là-haut à Paris. Je voulais vous remercier encore une fois de nous avoir invités aujourd'hui. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toutes ces délégations sur ces luttes communes et nos sujets qui sont communs et sur lesquels nous allons pouvoir échanger pour avancer ensemble. Merci à Mathilde. La délégation basque aura l'occasion d'intervenir de nouveau pendant cet après-midi sur le débat anti-répressif et demain à 16h au niveau du débat international du dimanche. Allora, abbiamo avuto di sta in Europa e di sta in una realtà nazionale che fate, come per parte il paese vostro, che fate un dominio di uno Stato spagnolo, un'attualità che è ricca assai, voglio parlare di Catalogna, di questi fratelli catalani che un anno di più, come i nostri fratelli baschi, sono con noi a queste giornate internazionali, con una delegazione, lo parliamo da prima, quello con l'Elita Stradaulino, ma che deve essere così, Giordini, Rocchi, di qui di voi anni che rappresenta Estat català, ringraziamo a Giordini Toma per la rappresentanza. E un giorno che stanno d'accordo a Concita Bosch, segretaria esecutivo dell'Assemblea Nazionale Catalana, che è un'abituata di giornate, soprattutto di lavoro assai per le relazioni internazionali tra Corsica e la Catalogna di poi 20 anni. E mi piace che stanno d'accordo a Luis Llach, che è il presidente dell'Assemblea Nazionale Catalana, che è eletto il rapporto. È stato detto il rapporto che è una figura storica dell'indipendentismo catalano e che di maniera indiretta ci ha fatto un regalo davanti che ha scritto una canzone che l'abbiamo inviata in Corsica e che è diventato per noi un canto corso di una certa maniera, per quelli con la saperiano mica, Luis Llach che è l'autore di l'Estacca della nostra catena, noi che l'hanno cantato gli amadiaresi, che oggi è un simbolo di la lotta nazionale corsa e ci face un piacere tanto di averlo oggi con noi. Dunque diamo la prima parola a Concita che ha detto le parole di presentazione e dopo a Luis Llach che lo ringraziamo dopo. Buongiorno a tutti. Je tiens à remercier Nazione de nous avoir invité à cette nouvelle édition du Journée internationale de hockey et en même temps je vais adresser une salutation fraternelle et solidaire à toutes les délégations présentes. Comme vous savez déjà, je suis secrétaire national de l'Assemblée nationale corse et membre de l'association Catalunya-Corsica de solidarité entre la Catalogne et la Corsica. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre président, Luis Llach, qui sera parlant au nom de l'Assemblée nationale. Je vais parler seulement un peu de la solidarité entre nos deux peuples. Les relations indépendentistes entre l'indépendentisme corse et catalan sont anciennes. Cela a commencé déjà à les années 90 entre l'Estat català et Corsica Nazione. Et en 2001, nous avons fondé respectivement l'association Catalonia-Corsica et Corsica-Catalonia, à Ajaccio et à Barcelone. Ces deux entités ont été les moteurs de la relation entre Corsica et Catalunya au cours des 25 ans derniers, tant dans le domaine politique comme culturel. Pendant tout ce temps, les indépendantistes corses ont participé beaucoup de fois à notre événements, à la Diada nationale de Catalunya. Ils ont participé comme observateurs internationaux à toutes les nostres consultations, principalement le 1er d'octobre. Nous avons eu le plaisir d'avoir le président Jean-Guy Talamoni, en ce moment le président de l'Assemblée corse, qui nous a soutenus. Nous tenons à remercier aussi nos amis de Nazione pour leur solidarité avec les Catalans qui ont souffert la répression, surtout par le 1er d'octobre, et avec nos exilés en un moment très difficile. Nous ne l'oublierons jamais. Cette relation a permis aussi la participation aux journées
representant indépendantiste connu, reconnu de la Catalogne. Parmi eux, nous avons mis ici le président Puigdemont via vidéo, l'ex-président, vice-président de la Generalitat, Josep Carod Rovira, la presidenta del Parlament català, l'ex-president en aquest moment, Laura Borràs, la consellera en exil, Lluís Puig, por el Consell por la República, l'ex-presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Palusí, el president de l'Associació de Municipis per l'Independència, Jordi Gazeni, el president de l'Estat català en aquest moment, Josep Andreu, Montserrat Puigdemont et un nombre grand de députés, de sénateurs. Tous ont le plaisir de participer à cette journée. Depuis la Catalogne, nous avons également été solidaires avec vous. Nous avons participé de nombreuses fois à votre manifestation. Nous avons participé, été solidaires avec tous les représaliés politiques. Et dernièrement, nous avons promis un manifeste de solidarité contre l'attaque de la police coloniale française contre Naciones en février dernier. Pour finir, nous souhaitons adresser une salutation à tous les patriotes causes victimes de la répression et en spécial nous voulons adresser une salutation à notre ami Anco Simone, victime d'une arrestation brutale et disproportionnée tout le matin à son domicile devant ses petits enfants, d'abord emprisonné et actuellement exilé à la métropole. Merci à tous. Visca la Catalunya Lliure, viva la Catalunya Lliure i visca la solidaritat internacional. Buongiorno a tutti, sono assai felice di essere qui la nazione sorella di Corsica. Comme il a dit notre accueillant, j'étais chanteur, mais à l'année 2015, en compagnie de beaucoup de députés et sous la direction du président Puigdemont, on a tenté une expérience franchement, je crois que incroyable, magnifique et ratée, de tenter en Europe la libération d'une nation à travers des moyens pacifiques, démocratiques et de solidarité. Aujourd'hui, les nouvelles que je peux vous donner sont très mauvaises. Le président Puigdemont a annoncé le retour, mais en Espagne on souffre un coup d'état judiciaire qui fait que les juges n'appliquent pas les lois que les législatives font. Alors le président Puigdemont il va arriver en quelques jours et il sera, j'imagine, carcellé pour le système répressif espagnol et la Catalogne va vivre à nouveau des moments très difficiles. On vous demande vraiment votre solidarité. Je crois que le droit à la libération des pays et des nations à travers la démocratie, c'est un besoin de projet mondial et de futur. Ce n'est pas seulement une question identitaire, ça va au-delà. Ça va au-delà même de la démocratie que nous avons. Il faut la transformer en une démocratie qui permet la liberté et le droit à décider du peuple. La Catalogne est décidée à ça. On aura beaucoup de problèmes et on cherche votre solidarité, on vous demande votre solidarité. Et dans les jours à venir, avec le président Puigdemont, aussi votre palpitation à cœur et un sentiment. Merci beaucoup. Avec Razia, merci à Lucia, et évidemment la solidarité des nations et plus largement des nationaux corses, elle est acquise à la lutte catalane, elle est acquise à tous ceux qui souffrent de la répression et ceux qui, de façon totalement inique et injuste, continuent à subir la répression malgré ce vote de la loi d'amnistie et qui sont dans les prochains jours et qui seront menacés
par cette répression, et donc nous apportons une fois encore solennellement notre soutien à tous les patriotes catalans victimes de cette répression, et évidemment au président Puigdemont, qui a toujours eu le soutien plein et entier du mouvement national et du mouvement indépendantiste corse, et aux côtés duquel nous nous tiendrons une fois encore dans les prochains jours s'il venait à être victime de cette répression de l'État espagnol. Toute notre solidarité au peuple catalan et au président Carles Puigdemont. Alors nous allons poursuivre, ensuite je céderai la parole à Jean-Marc qui présentera les invités qui participent depuis quelques jours au Front international de libération des dernières colonies françaises, mais avant cela, nous allons terminer notre tour d'Europe et de Méditerranée avec la Sardaigne et avec la Kabylie. Donc Mavassa Barulawa ai nostri amici di Sardi, prima da Barula a Simone Maulu, che quest'anno è qui a nome di un'organizzazione nuova che è nata in seguito a un'andatura di parecchi anni di costruzione, e dunque Simone vi rappresenta a nascita e prospettive di Repubblica. Buongiorno a tutti e grazie a Nazione per averci invitato. Ogni anno per noi è un onore partecipare alle giornate internazionali di Corti, perché sono un appuntamento internazionale di alto livello e i rapporti tra Sardegna e Corsica si rafforzano sempre di più. Quindi a nome delle indipendentiste e degli indipendentisti del nostro nuovo soggetto politico unitario che si chiama appunto Repubblica, voglio salutare tutti i delegati internazionali con i quali da anni condividiamo lotte comuni. Voglio mandare un abbraccio affettuoso a tutti i prigionieri politici e un abbraccio fraterno in particolare dalla parte della nostra organizzazione ad Anto Simoni, che oggi non può essere qui a causa della repressione dello Stato francese. Repubblica è la nostra nuova organizzazione politica internazionalista e solidale con tutti i popoli e le nazioni senza Stato, ed è nata un mese fa ed è frutto del lavoro politico portato avanti in questi anni dagli attivisti di varie sigle indipendentiste che già da 3 anni avevano intrapreso un cammino comune, ma ci sono anche tante persone nuove e tante persone che non avevano fatto politica da anni. Insieme abbiamo sentito l'esigenza di costruire un nuovo luogo politico comune che andasse oltre le sigle attuali per poter rilanciare l'azione e la presenza indipendentista nella società sarda. Abbiamo deciso di andare oltre noi stessi, di fare un salto in avanti come abbiamo fatto quando è nata IRS e come ha fatto anche oggi Nazione. Negli ultimi anni Sardegna e Corsica sono sempre più affini. Oggi più che mai c'è necessità di un indipendentismo forte e organizzato, in quanto la Sardegna sta subendo l'attacco coloniale più grande degli ultimi 30 anni. E mi sto riferendo all'assalto della nostra terra che lo Stato italiano vuole trasformare nella propria piattaforma energetica. Come vi ho già raccontato l'anno scorso, la Sardegna sta vivendo un dramma che il sistema dell'autonomia non vuole e non può risolvere. Per darvi un'idea più chiara, oggi troviamo in Sardegna oltre 700 richieste provenienti da società private per la realizzazione di centrali eoliche a terra e a mare e di campi fotovoltaici. Una produzione energetica che soddisferebbe il fabbisogno di 50 milioni di abitanti. Ma noi in Sardegna siamo 1,5 milioni e come se non bastasse paghiamo le bollette della luce più care dello Stato italiano. Molte di queste richieste sono già state approvate dal Ministero italiano e i campi di sfruttamento energetico sono già in costruzione. Loro la chiamano transizione energetica. L'Europa ci chiede, anzi ci impone, la transizione energetica, ovvero dobbiamo arrivare a produrre più energia possibile da fonti rinnovabili, e se un'azienda le produce da fonti fossili deve acquistare i buoni energetici per compensare il proprio inquinamento. E noi non siamo contrari a questo, sarebbe da pazzi essere contrari alle energie rinnovabili, ma è proprio qui che si vede la differenza tra la nostra visione politica, indipendentista, socialista
che difende gli interessi del popolo sardo è la loro visione coloniale, speculativa, capitalista, devastatrice, che è figlia della visione occidentale, che è sempre andata avanti con lo sfruttamento, col saccheggio e con lo sfruttamento delle colonie e delle risorse delle altre terre. Noi facciamo un ragionamento più semplice, molto semplice, che parte da un principio sacrosanto. Il sole e il vento sono beni collettivi e le ricchezze che producono questi beni collettivi devono andare alla collettività, non ai privati. Rendere la Sardegna indipendente a livello energetico sarebbe un giochetto, ma lo Stato italiano, se deve costruire la piattaforma energetica per alimentare l'Italia, mica rovina il paesaggio dell'Italia, mica sottrae le terre ai produttori di Parmigiano Reggiano o di Brunello di Montalcino, no, le fa nella colonia, le fa in Sardegna. E se questo assalto si dovesse realizzare, cambierà per sempre la Sardegna, diventerà un mega campo eolico e fotovoltaico al centro del Mediterraneo, una piattaforma energetica e militare dello Stato italiano. Queste sono le basi materiali, concrete e reali per far scomparire per sempre un popolo e la sua storia e la sua cultura. In queste settimane la Sardegna sta bruciando, migliaia di ettari stanno andando a fuoco a causa degli incendi dolosi e abbiamo notato che le aree che vengono colpite dal fuoco sono le stesse dove dopo dovranno essere costruiti i parchi. Loro la chiamano transizione energetica, noi la chiamiamo speculazione, ma in realtà non è né transizione energetica né speculazione, è guerra. E questa guerra noi la possiamo vincere solo se siamo un popolo che ha coscienza di sé, se siamo un popolo che non barata i propri principi per soldi, se siamo un popolo che si sente tale e che questa guerra a difesa della propria terra è disposto a combatterla e a vincerla. E noi vogliamo che lo sappiano, che in Sardegna c'è un popolo che non ha mai firmato la resa e che è disposto a lottare in forma non violenta per la propria libertà e per la propria dipendenza energetica e politica. Grazie. Allora, abbiamo passato la parola a Bustiano, un posto per Sardegna Nazione Indipendenza. Juste un affaire énorme, on m'a fait remarquer que j'avais oublié dans mon tour d'Europe la délégation bretonne, ce n'est pas un oubli. Simplement que nous étions en Méditerranée avec les amis sardes et kabyles, et effectivement, notre géographie est un petit peu plus lointaine, mais effectivement, après les Sardes et la Kabylie, la délégation bretonne, évidemment, s'exprimera à cette tribune. Bustiano un posto pour Sardegna Nazione Indipendente. Prova? Bene, intanto un saluto a Nazione, organizzazione nuova a cui noi auguriamo un cammino di vittorie e di rivalse rispetto alla oppressione che il popolo corso sta subendo, perché noi siamo qui, prendendo l'esempio anche da loro, siamo qui perché abbiamo delle responsabilità generazionali verso i nostri rispettivi popoli. Noi siamo la generazione vivente e tocca a noi combattere perché questa terra torni in sovranità dei corsi, la Sardegna torni nella sovranità dei sardi e tutte le terre tornino nella sovranità dei popoli. Quindi noi abbiamo una responsabilità enorme, ecco perché noi di Sardegna Nazione ci teniamo tanto a partecipare a questo appuntamento annuale, perché qui si respira l'aria della ribellione e della dignità dei popoli. Qui sembra che siamo tutti uno stesso popolo che stiamo combattendo per una stessa causa, cioè per la libertà, per un mondo in cui i colori dei popoli brillino uguali in tutto il mondo come quelli oggi degli stati che ci cancellano purtroppo. Come stava dicendo Simone, per andare sull'oggetto della discussione di oggi da parte dei sardi, la Sardegna sta subendo oggi una ulteriore oppressione, una ulteriore occupazione, una ulteriore umiliazione autorizzata, cioè legale,
cioè la loro legalità, la legalità dello Stato italiano autorizza l'occupazione, lo sperpero, l'umiliazione di un popolo. La loro legalità ovviamente non coincide con la nostra lealtà. Noi dobbiamo essere leali verso il nostro popolo, e per essere leali verso il nostro popolo non dobbiamo fare altro che combattere questa ulteriore occupazione. Perché sto parlando di questa questione di legalità e lealtà? Perché proprio in questi ultimi giorni che abbiamo partecipato alla difesa strenua nei porti in cui venivano sbarcate le pale eoliche, i pannelli solari per rubare la nostra energia, per rubare il nostro sole e per rubare il nostro vento, ci sono stati degli scontri tra chi difendeva la terra e chi invece la terra veniva ad occuparla e a rapinarla. Loro venivano qui autorizzati e legali, cioè quindi con tanto di poliziotti, prefetti, digos, con tutto l'apparato dello Stato in difesa dell'occupazione della nostra terra. Noi eravamo lì semplicemente nei porti armati di gazebo, armati di tavolini e armati dei nostri cuori e della nostra volontà di difesa. Bene, siamo stati illegalizzati dalla loro legge, cioè praticamente siamo stati denunciati perché stavamo semplicemente facendo il nostro dovere. Ecco quindi che si scontra da una parte la legalità di chi occupa la nostra terra e dall'altra parte la lealtà che abbiamo noi di dovere verso il nostro popolo, perché come stavo dicendo, come possiamo noi permettere che la nostra terra subisca un ulteriore impoverimento, un'ulteriore occupazione? Non possiamo. Noi siamo sardi, siamo appartenenti da questo popolo, quella è la nostra terra. Come possiamo noi permettere che questa terra venga nuovamente rapinata, umiliata? Non è possibile. Però questa nostra lealtà si scontra con la loro legalità. Ecco che allora ancora una volta si pone un problema tra la legge dello Stato che occupa e la lealtà del popolo che si difende. Questa questione sta causando in Sardegna una evoluzione positiva, perché nei presidi, che non sono tutti indipendentisti, anzi diciamo la verità, che in cui gli indipendentisti non siamo sicuramente in maggioranza, sta nascendo, perché si misura direttamente, sta nascendo la consapevolezza che si deve difendere qualcosa di importante per il popolo, e sta nascendo quindi la consapevolezza di essere popolo e di avere il compito e di avere il cuore e l'impegno di difendere la nostra terra e la nostra dignità. Questa è una delle novità che dobbiamo leggere noi indipendentisti, perché ci dobbiamo essere in queste lotte, perché lì sta maturando davvero la ribellione del nostro popolo. Succede in Sardegna, sempre si ripete la storia come si è ripetuta qua in Corsica, quando c'è sudditanza, c'è sempre sottoposti a questi cicli continui. Nell'Ottocento per esempio sia la Corsica sia la Sardegna hanno subito il disboscamento autorizzato dai rispettivi stati di allora, e oggi in Sardegna si sta subendo la speculazione energetica lo stesso autorizzata. Bene, allora come bisogna porci? E noi indipendentisti cosa dobbiamo fare? Noi indipendentisti dobbiamo essere in grado di leggere quello che sta succedendo oggi in Sardegna. In Sardegna oggi c'è uno stato di ribellione che forse non c'è mai stato. Tocca a noi leggerlo, questo stato di ribellione, ed essere pesci in acqua, cioè essere pesci indipendentisti in quest'acqua nuova che sta crescendo, che si sta formando nella nostra terra, e quindi essere in grado di interpretarla in qualche maniera, anche di indirizzarla verso il vero scontro, perché altrimenti si rischia di dire siamo contro le pale eoliche, demonizziamo le pale eoliche, ma le pale eoliche non stanno venendo in Sardegna perché lo vuole l'angelo custode o lo vuole chissà chi. Le pale eoliche stanno venendo in Sardegna perché lo Stato le ha autorizzate.
Quindi la vera responsabilità è nello Stato, quindi il vero nemico da combattere è lo Stato e noi abbiamo intenzione di combattere. Bon, un souci sur les autres micros. A ringrazia dunque e delegazione Sala di dare la parola a Dia per Kabylie per presentare la situazione del suo paese. Salute à toutes. Azul Antigmets, Fleuhund, Fleuhund. Chers amis corses, chers peuples, c'est avec une immense gratitude et un profond respect que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Nous sommes honorés de participer à cette nouvelle édition des Journées internationales, un événement qui réunit des peuples aspirant à la paix, à la liberté, à leur identité et à l'autodétermination. La Kabylie, située au cœur de la Méditerranée, est riche d'une histoire millénaire, d'une culture vibrante et d'une langue vivante, le kabyle que nous efforçons à promouvoir et à préserver. Nous partageons aussi avec vous tous des valeurs de diversité, de laïcité et de démocratie, ces valeurs qui forment la nation kabyle. Aujourd'hui, notre peuple milite courageusement pour ses droits fondamentaux, pour sa reconnaissance et pour son indépendance. Nous aspirons à un avenir où nous pourrons vivre librement, gouverner notre destin et préserver notre identité. Il est important de savoir que notre lutte ne date pas d'hier. Elle remonte à 1857, lorsqu'une décision tragique de la France coloniale nous a illégalement annexés à l'Algérie. Depuis ce moment-là, la Kabylie n'a cessé de résister pour préserver son identité et défendre ses droits. D'abord face au colonialisme français et depuis 1962 face au pouvoir militaro-politique algérien. Il est important de dénoncer et de vous informer que depuis 2020, la Kabylie vit une situation dramatique. Le plan dit Zéro Kabyle continue à avancer, menaçant même notre existence. Nos terres sont ravagées par des incendies criminels qui se déclenchent, même en plein hiver, une période où naturellement de tels feux ne devraient pas se produire. Ces incendies ne sont pas des accidents, mais le résultat d'actes criminels qui visent à détruire nos ressources et notre patrimoine naturel. Face à ces flammes gigantesques, il est important de souligner que c'est le peuple kabyle lui-même, avec les moyens du bord, qui lutte pour sauver ce qui peut l'être encore. Nous avons déploré des centaines de morts, notamment lors des incendies de 2021. Nous faisons face à un État des plus barbares, l'État algérien. Les militants, les hommes et les femmes de culture, les écrivains et les artistes, enfin toute la Kabylie, sont systématiquement ciblés et matraqués par ce régime autoritaire. Notre combat pour l'autodétermination est criminalisé par un article du Code pénal algérien qui classe ou qui assimile toute opposition à du terrorisme. Actuellement, il y a plus de 500 détenus qui croupissent dans les geôles algériennes. 39 d'entre eux sont condamnés à mort pour leurs convictions et leur engagement en faveur de la liberté kabyle. D'autres subissent des interdictions de quitter le territoire algérien. Ils sont même mis sous résidence surveillée. Pour beaucoup, ils sont contraints à l'exil. Pour nous qui sommes à l'exil, nous sommes pour la plupart condamnés à 20 ans de prison par contumace. Il est important de savoir également qu'en ce moment, c'est l'approche des élections algériennes. Et à cette approche,
la dictature algérienne l'Algérie a intensifié sa dictature en Kabylie, ainsi que sa manipulation politique, et tente même d'agir en France à travers des mandats d'arrêt internationaux et en influençant certaines communes pour interdire toute action en faveur de la Kabylie. Le régime espère surtout que les Kabyles participeront aux élections présidentielles algériennes. Car il faut savoir que depuis le génocide de 2001, ainsi que 2021, il y a eu un génocide et un écocide également, où l'armée algérienne a assassiné 128 jeunes Kabyles qui manifestaient pacifiquement. La Kabylie a boycotté toutes les élections algériennes et en particulier les présidentielles. Car nous savons que c'est une mascarade où le peuple n'a aucun mot à dire. C'est l'armée qui met en place le président de la République. Le zéro vote kabyle est déjà un référendum qui prouve que les Kabyles ne se sentent plus concernés par l'Algérie coloniale. Malgré la répression que nous subissons, notre détermination à reconquérir notre souveraineté reste inébranlable. Le 20 avril dernier a marqué un tournant historique avec la déclaration de la renaissance de l'État kabyle, un acte symbolique qui souligne notre engagement à défendre notre identité et notre droit à l'autodétermination. Nous sommes résolus à poursuivre notre quête de liberté et de reconnaissance sur la scène internationale. Cependant, si l'État algérien persiste dans son refus d'engager un dialogue politique sérieux autour des modalités de référendum pour l'autodétermination de la Kabylie, nous prendrons des mesures décisives. Ainsi, d'ici avril 2025, en l'absence de progrès, nous envisageons de proclamer unilatéralement l'indépendance de la Kabylie. En ces moments difficiles et en cette conjoncture décisive pour la Kabylie, nous avons besoin de soutien de nos amis à travers le monde. C'est pourquoi je remercie tous les peuples et en particulier nos amis corses pour leur soutien et leur solidarité. Que notre solidarité continue de se renforcer et de nous guider vers la réalisation de nos aspirations légitimes. Vive la Kabylie, vive la Corse, vive la liberté. Merci Dia. Donc, je vais donner la parole à Alan de Cloarec, membre du bureau politique de Loire-Franquise, organisation indépendantiste bretonne. Juste un point d'organisation, il va y avoir d'autres temps de débat dans la journée et demain, donc si on peut avoir des présentations qui soient relativement brèves pour éviter de terminer trop tard, et à la fois pour le public présent et pour les médias. On en remercie par avance les prochains intervenants. Alan, tu as la parole. Pierre, Adinore de Gauche, Gerazo, Ham, et Orno, Pobrez, Adorno, la Desalport, donc merci. Voilà, merci au collectif Nazione pour l'invitation. Nous sommes très heureux et honorés de venir représenter ici le parti Loire-Franquise et la Bretagne qui n'était plus représentée ici depuis maintenant 10 ou 15 ans peut-être. Donc je serai très bref pour présenter notre organisation. Que je représente ici à la tribune, Anne Le Gac-Daniel, ici présente, et là également membre du Conseil national de Loire-Franquise pour former la délégation. Notre organisation est très jeune, elle s'est créée en 2020, nous avons 4 ans d'existence. Et je vais juste vous présenter rapidement les thématiques de lutte sur lesquelles nous nous sommes engagés. Une que vous connaissez très bien en Corse, c'est la question de la spéculation immobilière. C'est aussi un phénomène ancien en Bretagne, mais qui, on va dire, jusqu'à l'époque du Covid, s'était limité à quelques petites stations balnéaires. Sur un grand pays de 5 millions d'habitants, ça n'avait pas beaucoup de conséquences pour le peuple. Et depuis la crise Covid, on est arrivé à quelque chose de nouveau, la spéculation immobilière a explosé, et où il y a des installations massives de Français en Bretagne, ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, notre peuple n'avait ni reconnaissance, ni droit, ni liberté, mais au moins notre terre, il nous la laissait. Ça, ils n'en voulaient pas. Ils disaient, c'est moche. Maintenant, c'est autre chose, la Bretagne est devenue à la mode.
Et donc la situation a radicalement changé et la jeunesse bretonne a de plus en plus de difficultés à rester, ne serait-ce que rester vivre au pays. Et donc un des gros chantiers de notre organisation depuis que nous nous sommes créés, c'est de conscientiser cette jeunesse, de la rassembler et de lui montrer un chemin pour l'émancipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement national, il est en train de se relever en Bretagne, mais il se relève de façon dispersée. Et notre travail, c'est de se regrouper, de se former, de s'organiser. Donc nous le faisons à notre échelle et nous le faisons aussi, nous essayons de le faire pour l'ensemble du mouvement national. Nous avons lancé en 2022 un appel à l'unité du mouvement breton pour obtenir l'autonomie, avec le terme d'autonomie qui était arrivé après le soulèvement ici en Corse, qui est arrivé aussi dans le débat public en Bretagne, comme ça n'était jamais le cas avant. Et donc des discussions, des travaux sont en cours entre les différents composants du mouvement pour réussir à afficher des fronts communs sur les campagnes de lutte et aussi pour les prochaines échéances électorales qui arriveront en 2027-2028 avec les départementales, les régionales et les communales. Donc voilà, dans la franquise, c'est le dernier né, on va dire, du mouvement national breton, qui est un mouvement très ancien, issu d'un peuple millénaire. Et ça, nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement cet après-midi. Prégaré d'or, merci à vous. Salut à toutes et à tous. Nous allons continuer maintenant avec les représentants des dernières colonies françaises avec lesquelles nous œuvrons depuis bientôt un an au sein du groupe d'initiative de Bakou dans le cadre des pays non alignés au sein de l'ONU et qui sont tous à la base de la création du Front international de libération des dernières colonies françaises. Nous allons commencer par la Guyane avec notre ami Jean-Victor Castor, député du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, qui va nous expliquer de façon courte. Pour cette fois-ci, nous aurons le temps demain dans le débat sur le Front international de libération de rentrer plus profondément dans le problème. Donc, Jean-Victor, je te passe la parole. Bonjour Africa, bonjour à tous. Donc je suis avec ma camarade du M2S, Cindy Pollux. Donc Castor et Pollux, ça vous dit quelque chose? En fait, j'avais une grande nouvelle pour vous, la Guyane n'est pas encore indépendante. C'est le dernier territoire en Amérique du Sud qui n'est toujours pas indépendant. Donc j'espère que ça arrivera. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. La France a toujours sa même politique de colonisation. Elle est toujours propriétaire des terres. Elle nous empêche d'avoir accès à nos ressources. Et pourtant, la Guyane est un pays avec un potentiel de ressources minières, forestières, de biodiversité, maritime, etc. phénoménal. C'est un pays qui s'appauvrit. Je l'avais dit la dernière fois, nous avons pris plus de 20% de taux d'appauvrissement en Guyane, en l'espace de 5 ans. C'est aussi donc des phénomènes très graves, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de personnes, prostitution, qui se développent à vitesse grand V. Et il n'y a aucune réaction de l'État. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. On sait que tous les changements viendront de chez nous, de notre capacité donc, à nous mobiliser. Donc moi, ce que je peux vous dire pour la Guyane, c'est que le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale que je représente ici, c'est un parti qui a 30 ans, plus de 30 ans, qui a eu comme ligne de conduite d'avoir une stabilité, que ce soit face à la répression, que ce soit face aux difficultés inhérentes aux organisations politiques, qu'ils puissent être stables dans la durée. La deuxième orientation que nous avions au départ aussi, c'était de faire en sorte, on a toujours cru à la parole politique. C'est-à-dire que même si les partis sont faibles, même si les gens se désintéressent de la politique, on a toujours pensé que si la parole politique elle est crédible, si elle est juste, si elle est constante, qu'à un moment donné, dialectiquement, que les choses vont se faire. Et c'est vrai qu'on a attendu longtemps avant qu'il y ait un premier député indépendantiste qui soit élu. Donc on a été élu en 2022 sur le front électoral avec, je crois, 17% des suffrages au premier tour. Et là, avec la dissolution, nous avons fait plus de 60%, 63% au premier tour.
Donc il nous manquait quelques milliers, 1 millier de voix et quelques pour pouvoir passer dès le premier tour. Et donc, on a multiplié par 5 le nombre de voix en valeur absolue entre le premier tour de 2022 et le premier tour de 2024. Pourquoi? Parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de réunir la population pendant 2 ans régulièrement. Donc en tant que parlementaire, avec ma remplaçante, qui est aussi ma collaboratrice, nous avons sillonné le pays, nous avons organisé des meetings, des réunions publiques, sur la base de la conscientisation, utiliser en fait la fonction de parlementaire pour conscientiser le peuple sur des choses factuelles, des choses qu'ils peuvent comprendre et leur donner la possibilité aussi de s'exprimer. Et c'est uniquement en mettant cette méthode-là en place qu'on a pu avoir ce résultat qui est un résultat assez historique. Alors bien sûr, de la parole aux actes, chaque fois qu'on pouvait aussi, on a essayé donc, quand on disait quelque chose, de le faire. Transformer aussi, on va dire, l'essai en créant les conditions de l'organisation de la population aussi, de l'auto-organisation de la population. On ne sait pas si ça va durer parce que les élections, on les gagne et on les perd. Mais ce qui est certain, c'est que, je vais le développer un peu plus demain, je crois, c'est vraiment, je pense que toutes les organisations, quelles qu'elles soient, pour l'émancipation politique, pour la justice sociale, il faut qu'on croie à nouveau, il faut qu'on soit convaincu que la parole politique, elle peut et elle est extrêmement puissante. Et que si on retourne voir nos bases, parler à notre peuple, je pense qu'on pourra réussir tous. Bien sûr, ça ne suffira pas et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi organisé, ici même grâce à votre travail au niveau des universités de comté, bien sûr avec le ralliement international, bien sûr avec l'aide indispensable des camarades de la Kanaki, et notamment donc, de Michael Forest qui a joué un grand rôle là-dedans. On a pu donc développer des axes internationaux qui nous ont ouvert les portes, pas simplement à Bakou, mais à beaucoup d'espaces internationaux pour faire entendre nos voix dans tous ces espaces-là. Parce qu'on ne réussira pas seul, parce que nous avons tous une particularité, c'est que nous sommes des peuples qui sont forts, mais nous sommes peu nombreux, pas assez nombreux. Voilà. Si nous avions des millions et des millions d'habitants, je pense que ça aurait été plus simple. Alors c'est vrai que pour certains territoires, j'ai entendu 5 millions, je crois, pour la Bretagne, mais nous c'est 300 000, 400 000 habitants. Donc on a besoin aussi d'une aide internationale, et elle sera indispensable. Et si on est aujourd'hui tapé là-dessus, c'est parce que nous sommes sur le bon chemin. Merci. Bien, nous allons rester près du continent sud-américain. On va aller dans les Antilles, la Martinique. Francis Carole, président du Palima, ne pourra nous rejoindre que demain. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous Muriel Daniel, représentante du mouvement des démocrates et écologistes pour la Martinique souveraine. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir et je vais faire court. Alors mesdames, messieurs, eh bien, nous sommes profondément honorés et reconnaissants envers la Corse de nous accueillir en cette journée internationale. Donc je suis Muriel Daniel, je représente effectivement le MODEMAS, le mouvement démocrate de Martinique. Ce mouvement a été mis en place par M. Garcés Malsa, qui en est le président. Donc chez nous, Garcés Malsa est une figure emblématique de lutte pour la dignité et la liberté de la Martinique. C'est un militant infatigable. Il a consacré sa vie à la défense des droits humains, à la promotion et à la culture martiniquaise et à la lutte pour l'indépendance et la souveraineté sur notre île. Son engagement est sans faille. Il a permis de sensibiliser, de mobiliser les générations entières autour des valeurs de la justice et de l'égalité. Alors notre présence ici en Corse n'est pas fortuite. Nos histoires sont bien différentes, mais sont liées par une aspiration commune, celle de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté. La Corse, tout comme la Martinique, a su préserver une identité forte et un désir profond de résistance et de quête de liberté, et c'est ce qui nous unit. Nous croyons fermement qu'une belle chaîne de solidarité peut et doit être instaurée par tous les peuples encore colonisés. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chaque nation a le droit de choisir son propre destin, son propre chemin, de défendre sa culture et de vivre en harmonie avec ses valeurs. C'est en utilisant nos forces et en partageant nos luttes que nous pourrons atteindre nos objectifs communs. Alors encore merci à la Corse de nous accueillir chaleureusement et nous pensons fermement que c'est ensemble, mais dans la main, que nous continuerons à avancer vers un avenir meilleur
de liberté et de souveraineté. Merci beaucoup. Bien, nous allons rester dans les Antilles. Ce sont deux îles sœurs, la Martinique et la Guadeloupe, très proches, mais à la tribune, plus éloignées. C'est le paradoxe. Et je vais passer la parole à notre ami Ali Méride, qui est représentant de l'Union pour la libération de la Guadeloupe. Bonjour. Comme Jean-Marc vient de le dire, je suis Ali Méride, le secrétaire général adjoint de l'UPLG, qui est l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Nous avons 46 ans, donc créé en 1978. Et donc nous avons axé nos luttes sur la reconnaissance de notre langue, qui est le Roussicam. Donc c'est... Excusez-moi. Et aussi la musique, le tambour et tout. Donc ça fait pas mal de temps que nous menons ces luttes-là, parce que nous avons été la ressurgence du GON, c'est le groupe de l'Organisation nationale de la Guadeloupe, qui a été créé dans les années 60. Nous n'avons jamais cessé de nous battre. Et contrairement à notre camarade Jean-Victor Castor, nous n'avons pas axé notre lutte sur les élections départementales, de la députation, et nous allons uniquement aux élections locales. En ce moment, nous avons une commune qui est la commune de Port-Louis, de Néo-Grantaire, que nous occupons. Donc, nous sommes très heureux d'être à cette tribune aujourd'hui. Et nous remercions chaleureusement la nation et la porte de nous avoir accueillis. Donc, je ne serai pas plus long dans la mesure que je vais pouvoir développer demain. Je vous remercie de votre attention. Mika est toujours en train de m'agagner, donc je l'ai complètement oublié. D'autant plus que c'est une erreur, car c'est en ce moment le territoire qui subit le plus les foudres du pays colonisateur. Vous savez tous ce qui se passe en Kanaki, et Michael va nous faire un bref point pour ce matin et pourra nous développer toutes les problématiques de Kanaki demain après-midi. À toi, Michael. Merci Jean-Marc. Je suis Corsica. Salut à toutes et à tous. D'abord, respect militaire au peuple corse, respect militaire à l'esprit de la terre et de la mer d'ici. Merci toujours de nous accepter de nous inviter depuis plusieurs décennies déjà, comme je l'ai rappelé plusieurs fois ici. Nous sommes de la jeune génération et c'est vrai qu'au niveau des FNKS, on vient encore remercier l'Asium, l'ensemble des personnes qui ont permis à l'ensemble des mouvements de libération d'être là ce matin. Donc, comme l'a rappelé Jean-Marc aussi, c'est vrai qu'on traverse une période très difficile. Lorsqu'on était ici en août 2022, on avait rappelé la rupture du dialogue avec l'État français. Donc depuis, on n'a pas avancé du tout. Il y a toujours autant de difficultés en termes de répression, de déportés prisonniers politiques en métropole. Mais à l'instar des collègues autour de la table, on a aussi persisté l'action au niveau démocratique. Parce que par exemple, l'année dernière, lors de la célébration des 70 ans de présence française en Kanaki, le 24 septembre 2023, on a eu notre premier sénateur du FNKS qui est aujourd'hui présent au Palais de Luxembourg. Le mois dernier, on a eu notre premier député depuis presque 40 ans où on était absent. Mais c'est aussi un travail qu'on a fait en termes de stratégie au niveau local, national, et qui rejoint aussi des journées de Cordée. C'est le travail qu'on a développé aussi au niveau de la région, du Pacifique, de la Mélanésie, mais aussi du monde. C'est pour ça qu'on a aussi
entendu d'un bon œil, quelque part, la volonté du peuple corse, aussi des frères des Antilles, de Guyane, de pouvoir passer une autre étape, notre vitesse, parce que c'est aussi ça. On a aussi pointé ce matin les difficultés de l'État français, mais notre combat il est d'abord digne, il est d'abord noble, et c'est un droit qui est acquis pour l'ensemble des peuples de la terre, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, qui vivent sur terre ou sur mer. C'est le droit des peuples à disposer de nous. Donc à partir de là, c'est vrai qu'avec Corsica Libera, qui est devenu nation, le lundi 29 octobre 2018, lorsqu'il était venu chez nous pour la première consultation, on avait rencontré notamment le bureau du Premier ministre du Vanuatu, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, avec François Benedetti, qui était venu avec la délégation de Corsica Libera. Et il y a plusieurs opportunités qui sont là, plusieurs initiatives qui sont déjà engagées. En tous les cas, au nom du FNKS, encore une fois, on voudrait remercier tous ceux qui nous ont accompagnés depuis ces dernières semaines. On a beaucoup souffert, notamment l'association Solidarité, mais aussi l'ensemble des mouvements politiques qui se sont levés sous différentes formes pour apporter leur soutien en termes de marches, de concerts, de manifestations, en Catalogne, au Pays Basque, mais aussi partout dans le monde, pour accompagner quelque part cette situation particulière que nous traversons. C'est vrai qu'aussi au niveau politique, on a su être là et toujours debout dans la mesure où on a sur l'exécutif de 6 collectivités sur 5 collectivités sur 6 actuellement sur le territoire, et comme je vous le disais, nous avons fait notre retour ces derniers mois au Parlement Bourbon et au Palais du Luxembourg pour continuer à appeler l'État français à d'abord respecter l'accord de Nouméa et puis quelque part respecter le droit international, parce que nous sommes réinscrits sur la liste des territoires décolonisés depuis le 2 décembre 1986. Donc c'est un ensemble d'éléments, encore une fois, que nous sommes heureux et fiers d'être là durant ces 2 jours pour continuer à partager et consolider les différents programmes politiques que nous allons développer ensemble avec l'ensemble des mouvements de libération qui sont présents, et encore une fois pour donner une perspective sincère et transparente pour nos peuples. Voilà quelques mots comme ça ce matin, et encore une fois je voudrais remercier les organisateurs et puis aussi saluer un frère qui avait l'habitude de nous accueillir depuis 10 ans que je participe, Dr Anto, et aussi avoir une pensée pour le peuple palestinien et le peuple du Sahara occidental qui souffre actuellement par rapport à des décisions des puissants. Merci. Merci à Michael. Alors, comme nous l'avons fait pour les victimes de la répression en Catalogne, nous sommes permis à ce stade, on y reviendra plus tard, d'apporter toute notre solidarité aux prisonniers politiques kanaks, que la SOJ Solidarida, Association de défense des prisonniers politiques corse, prend en charge en tant que prisonniers politiques victimes de l'État français, au même titre que nos prisonniers politiques, et porter également un soutien à l'ensemble des familles et du peuple kanak qui a été touché par des pertes humaines, par la perte de militants lors des affrontements et de la révolte de ces dernières semaines et de ces derniers jours. Toute la solidarité de Nazione et de la lutte du peuple corse envers le peuple kanak. Merci à tous.